Lors de notre dernière émission, je vous avais laissé entendre que c'était le clap de fin pour 2025. Eh bien, visiblement, je n'ai pas résisté à l'envie de reprendre le micro une fois de plus. Demain étant férié, on va laisser les micros au repos, alors autant en profiter ce soir. Pas pour lever les verres à tout va ou danser sur les tables, non. Ce soir, on veille calmement entouré des nôtres amis fidèles. Famille aimée pour marquer le passage symbolique vers une année que l'on espère douce, heureuse, lumineuse. C'est donc avec le cœur sincère que je vous adresse encore une fois. Nos vœux les plus chaleureux que 2026 vous offrent santé réussite et une cascade de bonnes surprises. Alors voilà, si je devais vraiment choisir un moment pour clôturer cette année 2025 à l'antenne, ce serait celui-ci. Non pas pour vous faire peur, ni pour sonner l'alarme comme dans les films catastrophes, mais pour lancer un sérieux appel à la vigilance. Oui, cette émission-là, c'est une balise, un signal, un cri lucide, destiné à toutes celles et ceux qui portent l'Algérie dans leur cœur. L'année qui arrive sera bien plus qu'un simple changement de calendrier. 2026, ce ne sera pas une année comme les autres. Ce sera l'année du miroir, celle où toutes les vérités vont nous sauter au visage. Et je pèse mes mots, l'heure des illusions est terminée. Place aux défis. Tous les défis. Et quel défi, mes amis, 2026? C'est pas juste un nouveau chiffre, c'est un tournant, une bifurcation historique. Pourquoi? Parce que des bouleversements économiques jamais vus jusque-là vont secouer l'Algérie. D'ici décembre, on sera presque 49 millions à partager ce territoire, frôlant la barre symbolique des 50 millions d'âmes. Et face à cette réalité démographique implacable, le régime de M. Tebboune devra, qu'il le veuille ou non, ouvrir les yeux. La conjoncture mondiale lui impose une vérité qu'il ne pourra plus contourner. L'heure des réformes structurelles a sonné. Urgente, profonde, incontournable. Notre pays n'a plus le luxe d'attendre. Attention, 2026 n'est pas une simple année de transition, c'est le dernier wagon avant le précipice. Si rien n'est entrepris à temps dès 2027, on risque de naviguer en eau trouble, sans gilet de sauvetage. Cette année-là marquera ce qu'on pourrait appeler la fonte quasi totale de nos réserves de change. Et ce n'est pas une image, nos coffres déjà amaigris risquent de frôler le néant. En parallèle, un autre bouleversement se profile. La guerre en Ukraine va toucher à sa fin. Pas dans 10 ans, pas en 2030, non. Dans quelques mois à peine, entre la fin 2025 et le début 2026. C'est inévitable, c'est mécanique, ce n'est qu'une question de calendrier. Et là, tenez-vous bien, avec la paix viendra la dégringolade du prix du pétrole. Le retour de la Russie sur les marchés mondiaux va faire l'effet d'un tsunami économique. Le brut russe, il coulera à flot. Le gaz russe. De retour dans les tuyaux internationaux comme si de rien n'était. Les sanctions occidentales. Elles fondront comme neige au soleil. Résultat, une offre d'hydrocarbures en plein boom, tandis que la demande, elle, ralentit. Pourquoi? Parce que la planète en urgence climatique mise de plus en plus sur le solaire, l'éolien, l'hydrogène, et moins sur le pétrole et le gaz. Moins de consommateurs, plus de barils sur le marché, une équation explosive pour des pays comme le nôtre. En 2025, on a vu le prix du baril faire du yo-yo entre 60 et 65 $, parfois même descendre sous la barre des 63, bref, des tarifs qui nous rappellent les pires heures post-Covid. Et tenez-vous bien, l'année prochaine, ça ne risque pas de remonter. Au contraire, on pourrait flirter avec des planchers encore plus bas, sous les 60 $, peut-être même durablement sous les 70. Pourquoi? Parce que, en toile de fond, le conflit russo-ukrainien s'essouffle. Une paix lente, discrète mais réelle est en train de s'installer, et avec elle, la machine des sanctions occidentales commence à se dévisser pièce par pièce. Résultat, le pétrole russe revient sur les marchés tranquilles comme si de rien n'était. Côté gaz, même refrain, mais avec une mélodie différente. Les prix ne vont pas s'effondrer brutalement, non. Ils vont glisser doucement vers le bas, portés par un tsunami d'offres. Pourquoi? Parce que partout sur le globe, les chantiers gaziers fleurissent de la Mauritanie au Mozambique, en passant par Israël, Chypre, l'Égypte, le Sénégal. Sans oublier le GNL américain qui s'apprête à inonder le marché dopé par de gros investissements sous l'impulsion d'un certain Donald Trump. Et oui, encore lui. Résultat, trop de gaz, pas assez de demande. Conclusion. Les prix vont logiquement suivre la pente descendante. En 2024, l'Algérie engrangeait encore 45 milliards de dollars en devises grâce à ses exportations.
Un chiffre déjà en recul, mais pas encore alarmant. Puis en 2025, la pente s'est accentuée, glissant sous la barre des 40 milliards. Et si l'on garde le même cap économique, c'est-à-dire aucune réforme, aucune stratégie sérieuse, alors 2026 s'annonce encore plus rude. À ce rythme, on risque fort de tomber sous les 35 milliards, un seuil critique pour une économie qui vit sous perfusion extérieure. Et ce n'est pas fini, parce qu'en parallèle, la production de pétrole ralentit et les volumes exportés fondent comme neige au soleil. L'année 2026, c'est donc bien plus qu'une date, c'est le début d'un basculement, un passage obligé vers ce que certains appellent déjà l'Algérie de demain. Mais attention, cette Algérie du futur, ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'horizon 2030, une réalité qui approche à grands pas. Une nation de plus de 50 millions d'âmes avec des ressources qui, elles, s'épuisent. 2026 ne sera pas une fin, c'est l'introduction brutale à une nouvelle ère. Imaginez un pays, l'Algérie de demain, où la pompe à pétrole ne crache plus que 600 000 barils par jour, avec au mieux à peine 200 000 barils envoyés à l'exportation. Vous pensiez que c'était une exagération? C'est pourtant là où l'on va tout droit. L'époque où l'Algérie expédiait plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz, c'est de l'histoire ancienne. Sauf miracle ou révolution technologique express dans le gaz de schiste, on peut tirer un trait dessus. Et soyons honnêtes, rien de sérieux n'a encore démarré dans ce domaine. Quant aux géants de l'énergie, surtout les firmes américaines, ils continuent de renifler le sous-sol algérien, mais de là à passer à l'action, on en est loin. Aucun projet concret n'a été enclenché. Pour mettre en route une vraie filière de gaz de schiste, il faudra minimum 5 ans. 5 ans. Autrement dit, on entre dans une nouvelle ère, celle où le pétrole tire sa révérence et où le gaz entame lui aussi son lent déclin. Bienvenue dans l'Algérie post-hydrocarbures. Une Algérie qui va devoir réapprendre à vivre sans sa rente. On pourra certes continuer à tirer quelques billets de nos exportations de gaz, mais il ne faut pas se faire d'illusions, les recettes vont fondre. Pourquoi? Parce qu'on aura de moins en moins à vendre tout simplement. Moins de volume à l'export, plus de besoins à l'intérieur car la population, elle ne fait que grimper. Le cap des 50 millions de citoyens sera vite franchi et avec lui une explosion de la consommation domestique. Dans cette Algérie de demain plus nombreuse, signifie aussi plus exigeante. Plus de bouches à nourrir, plus d'énergie à fournir, plus de services à garantir. Et si la machine de production nationale reste à la traîne, alors il faudra importer, importer encore, importer toujours. Et pas juste un peu, on parle de couvrir des besoins vitaux. Fin 2026, on comptera déjà près de 49 millions d'habitants, autant dire qu'on n'aura pas le choix. Et même si l'on rêve d'investir, de bâtir, de développer ce pays, pour créer de la valeur des emplois, un avenir, il faudra importer pour produire matières premières, savoir-faire, équipements, machines, services, outils de transport, tout ou presque devra venir de l'extérieur. L'investissement dans sa phase initiale rime souvent avec dépendance. Et ça, il faudra l'assumer. Ceux qui vous disent qu'on peut investir sans importer se moquent de vous. Tout investissement sérieux commence par des achats massifs à l'étranger matières, premières technologies, machines, compétences. C'est le ticket d'entrée obligatoire. Ce n'est que plus tard, quand la machine tourne, que les importations peuvent être compensées grâce à de nouvelles exportations. Mais soyons clairs, en 2026, on devra importer plus que jamais. Pas par choix, par nécessité. Et là, attention, si le régime Tebboune s'entête à fermer les frontières économiques, à bloquer les produits venus d'ailleurs sous prétexte d'anti-importation, eh bien, préparez-vous à payer vos tomates au prix du caviar. Inflation galopante, pénurie à répétition étagères vides, le scénario est connu. Et ce n'est pas comme si on était un petit village de 30 millions d'âmes. En 2026, on va flirter avec les 50 millions. Ce n'est pas une donnée symbolique, c'est une bombe à retardement démographique. Petit rappel utile, depuis 2024, on a dépassé les 47 millions d'habitants et à la fin de 2025, on est encore monté. L'Algérie ne freine pas, elle fonce, près d'1 million de bébés naissent chaque année. Oui, 1 million. Autant dire que même si vous n'achetez rien, la facture, elle ne cesse d'augmenter. Les chiffres... les fameux chiffres officiels. En Algérie, les données démographiques, c'est un sujet plus sensible qu'un secret d'État. Rien ne filtre, tout est verrouillé. Pas de stats sur les grandes villes, pas de bilan clair sur les wilayas. Le flou est total.
Et ce n'est pas un hasard, le pouvoir a peur de la réalité. Il sait parfaitement que la population grimpe en flèche, mais il sait aussi que le pays n'est pas prêt à l'encaisser. Les infrastructures ne suivent pas. Les moyens de production, eux, sont à bout de souffle. Bref, on avance à l'aveugle dans une tempête, sans boussole ni carte. Et c'est pour ça que je vous le répète une dernière fois, avec tout le sérieux du monde 2026, ce n'est pas juste une année. C'est l'année de la vérité. Le régime de Tebboune ne pourra pas éternellement se nourrir de promesses creuses et d'annonces en carton. On ne gouverne pas un pays avec des slogans, encore moins un peuple qui grandit chaque année et qui exige plus que des illusions. La réalité, c'est qu'on aura besoin de plus d'écoles, de plus d'universités, de plus d'emplois, de plus de solutions. Car la jeunesse explose littéralement. La fameuse génération Z algérienne, déjà 46 à 47% de la population, atteindra la majorité absolue d'ici 2027 ou 2028. Et elle n'aura aucune patience pour les mensonges recyclés. Voilà pourquoi 2026 n'est pas une année comme les autres. C'est le point de bascule, celui où l'Algérie devra tourner la page de l'économie de rente. Fini le temps où l'on vivait du pétrole, du gaz et des réserves de change. Ces fameuses réserves, en 2025, elles étaient déjà tombées sous les 30 milliards. Et fin 2026, on parle de moins de 14 milliards de dollars, autant dire presque plus rien. De quoi tenir le pays à peine 3 à 6 mois, alors qu'avant, on assurait plus d'1 an et demi de sécurité financière. Ce temps-là est révolu. L'autosuffisance était un mirage et le réveil sera brutal. Oui, 2026 sera l'année des révélations et des secousses diplomatiques. Attendez-vous à des basculements majeurs sur la scène internationale. Le dossier explosif du Sahara occidental longtemps gelé va soudainement se dénouer et ce, sous l'impulsion d'un Donald Trump, de retour en coulisses avec les États-Unis dans sa poche. Des discussions vont s'ouvrir entre le Maroc et le Polisario, mais inutile de se faire des illusions, la tendance est claire. Le monde penche peu à peu vers la reconnaissance d'un Sahara marocain. Et ce mouvement-là, rien ne l'arrêtera. Déjà, plusieurs capitales européennes ont fait leur choix. Et bientôt, la Chine et la Russie marcheront dans les pas du réalisme stratégique en faveur du Maroc. Car soyons honnêtes, qui croient encore à l'indépendance d'un micro-État de 300 000 habitants, dans une Afrique secouée par l'insécurité, les guerres, le climat, le terrorisme, les divisions internes. Plus personne n'y adhère. C'est une idée qui s'éteint doucement, mais sûrement. Et pendant ce temps-là, l'Algérie va devoir changer de logiciel diplomatique. Impossible de continuer à raisonner comme en 1990, car en Libye aussi les lignes bougent. Il y aura soit des élections présidentielles, soit un découpage pur et simple du pays. Et dans les deux cas, un homme ressort gagnant, le maréchal Haftar. Anti-algérien assumé, soutenu par des alliés puissants, il pourrait soit placer son pion à la tête du pays, soit carrément couper la Libye en deux. Un scénario qui rappelle dangereusement le Soudan, le Yémen ou la Somalie. Bref, la poudrière nord-africaine est prête à exploser. La Libye, une bombe à retardement. Le statu quo ne tiendra pas longtemps. Ceux qui dirigent actuellement à Tripoli, certes proches d'Alger sans alliance formelle, mais avec une diplomatie de bon voisinage, n'ont plus beaucoup de cartouches. Leur légitimité s'effrite, leur contrôle du pays s'amenuise, et dans les coulisses, la communauté internationale commence déjà à regarder ailleurs. Bientôt, ce seront d'autres camps, d'autres figures qui s'imposeront dans le jeu libyen. Et du côté du Sahel, l'histoire s'accélère aussi. Le pouvoir algérien qui espère secrètement voir le régime de transition malien s'effondrer sous la pression des groupes terroristes va devoir redescendre sur terre. Car dès que Moscou aura tourné la page ukrainienne avec la bénédiction de Washington, la Russie passera à l'offensive en Afrique. Investissement militaire, soutien politique, déploiement stratégique, le continent va devenir une priorité. Les États sahéliens pro-russes, Mali, Niger, Burkina Faso, bénéficieront d'un soutien accru. Et les groupes armés qui pensaient avoir le champ libre devront désormais faire face à des armées locales dopées, à l'aide russe, mieux entraînées, mieux financées, mieux équipées. Une fois libérée de l'Ukraine, la Russie va lâcher ses chevaux sur le terrain africain, et c'est en Afrique subsaharienne que le prochain acte va se jouer. En 2026, l'Algérie n'aura plus le luxe d'ignorer ses voisins du Sud. Le conflit diplomatique avec l'alliance des États du Sahel, Niger, Mali, Burkina Faso traîne depuis avril 2025.
Et croyez-moi, rompre les ponts avec ses deux voisins immédiats, ce n'est pas anodin. C'est une erreur stratégique majeure. On s'enfonce dans un isolement géopolitique auto-infligé, alors même que notre frontière ouest est déjà à feu et à sang avec le Maroc. Au nord, la Méditerranée nous tourne le dos. Au sud, nous coupons les liens nous-mêmes. Pendant ce temps, la Libye menace de basculer dans un scénario encore plus chaotique. Le pays est un volcan. Et Haftar, avec son appétit grandissant, pourrait très bien décider de couper le cordon avec Tripoli, façon Yémen du Sud. Assez parlé, assez négocié, je fais mon propre État. Un mini-pays version militaire made in Benghazi. Vous croyez que c'est de la fiction? Regardez le Yémen. Une coalition dans le Sud réclame l'indépendance et personne ne les arrête. Alors pourquoi Haftar, qui contrôle déjà des régions entières, ne ferait-il pas pareil? Ce n'est pas encore écrit, mais le scénario est tout à fait plausible. Et dans une région aussi inflammable que le Maghreb et le Sahel, ce genre d'étincelle peut tout faire sauter. Bienvenue dans la région la plus inflammable de la planète, l'Afrique du Nord et le Maghreb. Ici, le conflit est la norme. Algérie versus Maroc, guérillas djihadistes au Sahel-Libye, en 1000 morceaux, le Soudan qui propage ses ondes de choc. Tout ça se passe à notre porte, dans notre cour. Et pourtant, on continue d'agir comme si on était sur une île paisible. Spoiler, on ne l'est pas. Et la solution? Ce n'est certainement pas de remplir les hangars de tanks flambant neufs. Acheter des armes à la chaîne ne suffira pas. Ce n'est pas une guerre qu'on peut gagner avec des missiles. Ce chaos-là se combat avec du dialogue, des alliances, de la diplomatie. Tant qu'on n'aura pas de vraie politique de bon voisinage, tant qu'on n'aura pas de stratégie claire pour stabiliser le Mali, le Niger, la Libye, le Soudan, tant qu'on ne réglera pas l'éternel clash avec le Maroc, il ne peut pas y avoir de paix durable. Tu peux y mettre 50 milliards de dollars d'armes par an, ça ne servira à rien contre des menaces qui n'ont ni visage, ni frontières, ni uniforme. Car aujourd'hui, les guerres ne se font plus sur un champ de bataille classique. Elles sont numériques, sournoises, économiques. Les fake news remplacent les balles, les réseaux sociaux remplacent les tanks, la spéculation remplace les invasions. Et dans ce monde-là, une Algérie isolée et cernée par les crises, ce n'est pas une destination qui attire les investisseurs. C'est un point rouge sur une carte du risque. C'est bien beau de parler de zones industrielles d'avenir et de hubs commerciaux stratégiques. Mais on va exporter vers qui au juste ? Quand le ministre du Commerce algérien rêve tout haut de faire fleurir l'industrie à Tamanrasset, je me demande s'il a ouvert une carte récemment. Parce qu'en vrai, Mali et Niger sont en flammes. Les frontières sont bloquées, les relations diplomatiques au point mort. Tu ne peux pas construire une autoroute commerciale quand tes voisins brûlent. C'est comme vouloir planter du blé dans un champ de mine. Et ne parlons même pas du délire ambiant au sommet de l'État. Les discours sont déconnectés de la géopolitique réelle. Pendant que les dirigeants algériens font des incantations creuses, les Émirats, eux, avancent leurs pions. Non seulement ils s'imposent comme une force montante dans la région, mais ils arrivent même à faire trembler Riyad. Oui, les Émirats grimpent vite. Certains analystes parlent même d'un futur où Abu Dhabi pourrait dépasser l'Arabie saoudite en influence. Alors l'Algérie, avec ses querelles et son isolement, elle ferait mieux de réévaluer ses priorités diplomatiques, surtout dans cette zone ultra sensible qu'est le Golfe, le conflit entre l'Algérie et le Maroc. Évidemment qu'il va laisser des traces, et plus il dure, plus les conséquences s'enracinent. Parce qu'au fond, le vrai problème, c'est que l'Algérie s'est enfermée dans une solitude diplomatique toxique. Un pays cerné par les tensions en froid, avec presque tous ses voisins clés, Maroc, Niger, Mali, Libye, et même cerise sur le gâteau en crise ouverte avec la France. Oui, tout cela en même temps. Et cette crise avec Paris ne pourra pas traîner éternellement. 2 ans de brouille. Ce n'est plus un malentendu, c'est un divorce. L'opinion publique en France commence à s'impatienter. La diaspora algérienne en a ras-le-bol et pendant ce temps-là, 2027 approche à grands pas. Une élection présidentielle capitale. Et si jamais l'extrême droite s'empare du pouvoir, alors les relations franco-algériennes et les intérêts stratégiques qui vont avec risquent de prendre un virage très très dangereux. Le pire, c'est que cette tension, c'est l'Algérie elle-même qui l'attise. La stratégie du bras de fer, du clash permanent avec Paris,
mené par Abdelmadjid Tebboune, ne fait que servir sur un plateau les partis extrémistes français. Il alimente leurs discours, il nourrit leur haine. Résultat, il les renforce. Autrement dit, en voulant tenir tête à la France, Tebboune devient sans le vouloir son pire allié à l'extrême droite. Si jamais Jordan Bardella ou Marine Le Pen s'installent à l'Élysée en 2027, accrochez-vous car le décor va changer. Et pas en bien. Pour les relations entre Paris et Alger, pour les accords bilatéraux, déjà fragiles pour toute la diaspora algérienne en France, c'est un séisme en préparation. Les ponts économiques, les liens diplomatiques, les passerelles humaines entre les deux rives vont être mis à rude épreuve, et le mot est faible, ce serait un tournant aussi brutal que négatif. Alors le régime de Tebboune a deux options, soit il anticipe intelligemment, tend la main à Paris maintenant avant que la tempête électorale n'éclate, soit il continue à camper sur ses positions jusqu'au crash. S'il veut limiter les dégâts, il va falloir parler aux partis les plus modérés, chercher le dialogue avec les forces progressistes françaises, construire des passerelles plutôt que des murs et préparer le terrain diplomatique pour 2027. Parce que cette présidentielle ne sera pas anodine. Et n'oublions pas que la France pour l'Algérie, ce n'est pas un pays comme les autres. C'est un sujet de politique intérieure. Exactement comme l'Algérie est un dossier sensible dans le débat politique français. Parce qu'on ne parle pas de quelques centaines d'immigrés, on parle de 5 millions de personnes. Franco-algériens descendant de la première, deuxième, troisième génération, sans papiers binationaux naturalisés, français d'origine algérienne. La France et l'Algérie sont imbriquées profondément. Ignorer cela serait une erreur stratégique monumentale. Il y a aujourd'hui plus d'Algériens installés en France que dans des villes comme Oran ou Constantine. Oui, vous avez bien entendu, une véritable wilaya hors frontières. Alors comment rester spectateur des élections françaises de 2027 ? C'est impossible. L'année 2026 ne sera pas seulement charnière pour l'Algérie, elle le sera aussi pour la France. Les deux pays avancent, liés, attachés par l'histoire et les réalités d'aujourd'hui. Il faut donc sans plus attendre désamorcer la crise actuelle, mettre fin à la brouille entre Paris et Alger. Et pas demain. Maintenant. Parce que soyons clairs, si le pouvoir en place ne réagit pas intelligemment, s'il continue de jongler avec des discours sans suite, sans action concrète, sans impact réel sur la population, alors 2026 va se transformer en champ de turbulence. Et pas des petites. Et ce qui vient après, si on laisse pourrir la situation 2027, pourrait être l'année du choc. Une France devenue franchement hostile des voisins du Sud, toujours fâchée, un front avec le Maroc toujours en feu, une Libye qui pourrait s'embraser davantage. Le pire n'est pas exclu. L'Algérie risque de se retrouver seule, encerclée, fragilisée dans un environnement régional totalement instable. Le Maghreb et plus largement l'Afrique du Nord glissent doucement mais sûrement vers une insécurité chronique. La menace s'installe, la confiance s'effrite. Et face à cette montée des périls que produit-on, pas grand-chose. L'économie tourne au ralenti, incapable de fournir assez de biens ni de services pour nourrir les attentes d'une population en constante expansion. Nos réserves de change fondent comme neige au soleil. Le pétrole, le gaz, moins qu'avant, beaucoup moins. L'avenir, il n'a rien de lumineux. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Je ne suis pas de ceux qui vous chantent du « tout va bien, dormez tranquille ». Non, parce que quand la tempête éclatera, et elle éclatera, vous ne pourrez pas dire que personne ne vous avait prévenu. Moi, je parle vrai. Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour alerter. C'est mon rôle, mon devoir, mon engagement. Et la réalité brute sans filtre, c'est que 2026 sera l'année décisive. Soit on fait un virage historique, soit on reste dans cette impasse toxique. Il va falloir se réconcilier entre nous, faire tomber les murs, casser les silences. Le régime autoritaire actuel où Abdelmadjid Tebboune classe tous ceux qui ne sont pas d'accord comme des traîtres ou des jaloux, ce schéma-là, est à bout de souffle. Il est temps de changer. Un jour ou l'autre, la cocotte minute va exploser. La société algérienne est sous pression. Ceux qui croient que le calme actuel est synonyme d'adhésion se bercent d'illusions. Le Irak s'est peut-être tu, mais la rage, elle n'a pas disparu. L'esprit de contestation n'a pas été enterré, il dort. Et un peuple qui dort, ce n'est pas un peuple soumis, c'est un peuple qui attend son heure. Il faudra bien à un moment reconstruire des ponts.
Tebboune n'est pas un super-héros. À lui seul, il ne peut pas porter tout un pays sur ses épaules. Et ses supporters, aussi bruyants soient-ils, ne sauveront pas la République. L'Algérie, si elle veut se relever, a besoin de toutes ses forces vives. Il est temps d'ouvrir les fenêtres, de laisser entrer l'air du débat. Accepter la diversité des idées, laisser les opposants exister, rendre leur souffle aux libertés, c'est ça la seule voie. Un pays sans réflexion, sans contradiction, sans souffle, c'est un pays en apnée, un État qui censure, qui étouffe, qui bloque les esprits, se condamne à l'immobilisme. Aujourd'hui, l'Algérie ressemble à une salle sans oxygène. On ne pense plus, on n'imagine plus, on n'ose plus. Et dans le monde qui vient, ceux qui ne créent pas disparaîtront. On voudrait que l'Algérie pense à l'unisson, qu'elle vive selon un script imposé, qu'elle suive le rythme dicté par d'autres. Mais ce moule dans lequel on tente de la couler, il est en train de craquer. Ce modèle figé, cette illusion de stabilité, ça ne tiendra plus très longtemps. Je ne suis pas là pour enjoliver. Je suis là pour dire les choses crûment. Nous sommes arrivés au point de bascule. Le pays tel qu'il est géré aujourd'hui avance les yeux bandés vers un mur. Le changement n'est plus un luxe, ni un caprice, ni même une ambition. C'est une obligation. Une transformation que l'on choisit vaut toujours mieux qu'un bouleversement que l'on subit. Et plus on repousse l'échéance, plus les conséquences risquent d'être brutales. Pour un État comme l'Algérie, avec son poids régional, attendre, c'est se mettre en danger. Alors voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, ou plutôt vous souhaiter de tenir bon. Car cette année-là, ce sera celle de la vérité. Monsieur